La voix des Lucioles. Je m'appelle Charlotte Sagorin-Collet. Je suis psychanalyste, je fais de la psychanalyse intégrative et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle L'aube naît du chant des oiseaux, qui raconte la traversée du deuil d'une femme qui aime un homme et cet homme meurt brutalement. Cette histoire, c'est la mienne. J'ai eu à cœur d'essayer de mettre des mots. Alors, c'est pas du tout un bouquin de psychanalyse, hein, c'est pas un essai sur la résilience ou sur le deuil. La première partie a été écrite très vite après sa mort. Et puis, toute la traversée a été écrite à peu près à peine un an après sa mort. Ce qui veut dire que c'est à chaud. Dans un premier temps, en tout cas la première partie, c'était une question de survie. J'ai cru que si je ne l'écrivais pas, j'allais crever. Ensuite, j'ai eu envie de laisser une trace en sachant pas très bien pourquoi j'écrivais. Je sentais que j'avais besoin de continuer ce récit. Et après, quand je l'ai fait lire, ce qu'on m'a renvoyé, c'est il faut le faire publier parce que c'est mettre en mots, faire des marques, comme des repères. Et quand on est dans une espèce de marasme total, hein, où même la personnalité échoue à être, parce qu'on n'a plus de désir, on n'a plus de conviction, on est plus soi. Enfin, c'est pas qu'on est plus soi-même, mais on est l'essence de soi-même. Mais plus tout ce qu'il y a autour et ce qui fait notre personnalité. Quand on est dans cet état-là, ce qu'on m'a renvoyé, c'est que ça pouvait permettre d'avoir ce genre de repères. Je crois que, en fait, la résilience, c'est sortir d'un état de survie. C'est-à-dire que le traumatisme entraîne tout un tas de mécanismes de défense importants, essentiels, pour qu'on puisse tenir debout. Les neuroscientifiques le disent très bien, c'est déjà très documenté, et il y a tout un mécanisme sur le plan cérébral, mais sur le plan hormonal aussi, qui font que on est tenu, quoi. On est tenu par une partie du cerveau qui nous remet dans ce qui est, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on sait faire, dans ce qui est possible de faire. Donc c'est aussi pour ça que au moment du choc et dans les jours et semaines qui viennent, on ne peut pas faire grand-chose de plus que tenir, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'imagination, on n'a plus de mémoire, on n'a plus d'élan, on n'a plus de désir, on n'a plus cette espèce de flamme que l'on est, et on est dans un état de survie. Et la résilience, pour moi, c'est d'abord passer de cet état de survie à quelque chose de la vie, qui est retrouver petit à petit ses capacités de sommeil, ses capacités de manger, ses capacités à être de plus en plus serein, de plus en plus joyeux. Voilà, traverser, ça fait déjà partie de la résilience, traverser tous les états émotionnels, les observer, les vivre, les accepter le plus possible, et pour arriver à un stade qui ne sera pas celui qu'on avait avant, parce que le trauma, le deuil en particulier, mais le trauma nous transforme de fond en comble, mais à quelque chose de vivable et au-delà de vivable. C'est-à-dire que je crois aussi que c'est faire feu de tout bois. C'est-à-dire que à travers cette épreuve et à travers la résilience qui s'opère de façon naturelle, le trauma crée une occasion de réforme totale de l'être. Et par ce qu'on est obligé de mettre en place dans la résilience, c'est-à-dire s'écouter, s'observer, être un peu comme, peut-être pas sur le qui-vive, mais être toujours aux aguets de ce qui se passe de façon interne, de développer une connaissance de soi, de développer une affirmation aussi de ce que l'on sent, de ce que l'on désire, de ce que l'on ne désire pas. Ça forme une sorte d'apprentissage à être nouveau et totalement inédit, puisque
On ne vit pas des traumas tous les jours, heureusement. Et donc, ça permet d'élargir, de s'agrandir. Alors, évidemment, tout ça est entendable au moment où le parcours a déjà commencé, et voire même est déjà bien entamé. C'est absolument inentendable quand on est au cœur du tsunami. Ça, c'est moi, on m'aurait dit à J plus 2 mois, 4 mois, 6 mois. Enfin, je ne sais pas. Mais tu sais, tu peux en faire quelque chose. Je pense que j'aurais volé dans les plumes parce que évidemment, c'est pas entendable. Hein. On n'accepte pas du jour au lendemain d'accéder à ça. Et c'est bien normal parce qu'il y a des mécanismes de défense, il y a des émotions contradictoires qui viennent et qui s'en vont et qui reviennent et ça fait partie du chemin. Donc on ne peut pas acquérir cette sagesse entre guillemets ou ce mieux-être ou s'être mieux que ce que l'on est comme ça en quelques semaines et par la vue de l'esprit. D'ailleurs, on ne le cherche pas. On le cherche pas, il n'y a pas à le chercher, ça se fait de façon naturelle en fait. Il me semble qu'on a en nous, presque dans notre ADN, cette capacité à vivre. Je crois qu'on est foncièrement fait pour vivre, et non seulement ça, mais je pense qu'on est foncièrement fait pour être heureux. Donc, on a ce qu'il faut pour. Après, je crois qu'il y a des choses à développer en soi pour s'accompagner, pour se visiter. C'est aussi un apprentissage, mais on a, je crois, la base. Sinon, ce serait terriblement injuste. On a des recours. Moi, honnêtement, je ne pensais pas pouvoir survivre. Pourtant, je sais ce que c'est que le psychisme, enfin, en tout cas une partie, parce qu'on n'est pas absolu, hein, on n'est pas tout puissant, mais je pense être quand même relativement bien placée pour savoir que les ressources sont là, que on a des moyens, que même ne serait-ce que de se faire accompagner, enfin de savoir demander de l'aide, etc. Bon, je savais tout ça. Et pourtant, quand c'est arrivé, je ne vous cache pas que honnêtement, je ne pensais pas pouvoir y arriver en fait. Donc j'ai découvert au fur et à mesure ces ressources. Et c'est aussi ça qui est important, je pense, à dire, c'est que même dans le pire des marasmes, alors surtout au départ de façon très rare, mais quand même si on les observe et si on est OK de les observer et d'être d'accord avec ça, on observe des bulles, comme des moments où bah, curieusement ça va. Et puis 5 minutes après, on est en larmes. Mais ça n'est pas, y a comme des débuts, comme des graines. Il y a comme des débuts d'un signe de quelque chose qui pourrait éventuellement aller mieux. Alors on s'y agrippe un peu, puis bon, on lâche l'affaire parce qu'après on peut avoir d'autres vagues évidemment qui viennent, des vagues d'angoisse, des vagues de désespoir, surtout de désespoir. C'est aussi ça le trauma, c'est que ça remet en cause toute votre vie, tout le sens que vous donniez à votre vie. C'est un grand reset en fait. C'est tout ce qui avait du sens n'en a plus. Et je pense que c'est très difficile à comprendre pour les gens qui sont de l'extérieur, qui sont à l'extérieur. Pour eux, par exemple, la mort du conjoint, par exemple, c'est un peu la perte et le manque. Mais c'est bien au-delà de ça, en fait. C'est une vie ravagée, mais à l'intérieur de soi. À l'extérieur, bon, bien sûr, il manque quelqu'un, mais moi, je continue à travailler, mes enfants sont là, j'ai toujours ma maison, enfin, il y avait plein de choses qui continuaient à être, mais qui, à l'intérieur, n'avaient plus aucune espèce d'existence. C'est au-delà de la perte et du chagrin et du manque. C'est un grand reset, comme un tsunami qui dévaste tout. Et on est pendant quelque temps quand même à regarder ce paysage et se dire ok, je tiens debout. Et donc, et puis après, si on laisse faire, les choses émergent et il y a quelque chose de naturel qui se fait. C'est de là que je pense pouvoir dire qu'on a des ressources inimaginables. On est bien plus grand
que ce que l'on croit. En tout cas, moi, je me suis vue plus forte que je ne l'imaginais. Je crois que ça dépend de la phase, de quel moment on parle. Quand le traumatisme arrive euh, et qu'on s'est pris une pelle dans la figure, je crois qu'il ne faut pas chercher à être résilient. En revanche, il faut juste essayer, et c'est difficile, d'accueillir en fait, d'accepter tout ce que cet événement nous fait vivre. C'est-à-dire de ne pas juger ce qui, ce qui émerge, ne pas juger ce qu'on ressent. C'est, c'est vraiment apprendre à s'écouter, c'est-à-dire qu'est-ce que je sens. Je sens du chagrin, je sens de la colère, je sens ce que je sens, je le sens. Mon émotion n'est pas à juger. Elle est légitime, sinon elle n'émergerait pas. On a le droit de se sentir en colère, se sentir dévasté, se sentir désespéré. On a même le droit d'avoir envie de mourir. J'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir. C'est pas pour ça qu'on va passer à l'acte, mais juste de sentir, ok, c'est ça, c'est là. Et c'est très douloureux et j'aimerais bien être autrement, mais c'est ça qui se passe. Il n'y a rien à faire en fait. Moi j'appelle ça le temps des larmes. On a des émotions, elles sont même parfois contradictoires. On passe du chagrin, du désespoir à la colère, on revient au chagrin, on revient à l'impuissance, on revient. Et c'est de pouvoir regarder ou sentir ça sans le théoriser. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ressent ça que l'on est ça. C'est juste que les émotions nous traversent, nous submergent même parfois. Il y a juste à sentir et à accepter de sentir ça. Ensuite, dans les moyens qu'il peut y avoir dans cette phase-là, si on y pense, mais quand on est, je pense, dans cette phase-là, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on mouline dans la choucroute et on tente de rester humain, quoi. Voilà. Mais ensuite, l'accompagnement est important, enfin, peut être important. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque je voulais absolument pas me faire accompagner. Pour moi, le deuil, c'était pas pathologique, c'était pas. Et donc, ben voilà, la mort fait partie de la vie, et je suis un bon petit soldat, donc je vais trouver mes forces, et puis de toute façon, voilà, je vais baisser la tête et, et traverser. Et puis c'était quand même assez difficile. Et puis un jour, j'ai un de mes amis qui est psy aussi qui m'a dit, mais pourquoi tu ne vois pas quelqu'un qui est spécialisé dans le deuil? Ça a fait son chemin. Et j'y suis allée et ça m'a fait du bien parce que ça a permis d'abord c'est pas de la thérapie, c'est un accompagnement. Ça a été un moment où je pouvais dire ma peine tous les 15 jours à la même personne qui suivait au fil du temps mon histoire. Et, euh, et ce repère-là, il est important parce que ça fait comme des bouées, vous voyez, dans l'océan, parce que vous êtes totalement dans une mer agitée et sans aucun repère. Et ça fait petit à petit des repères, et c'est quand même bien d'avoir des repères pour pouvoir commencer à cheminer, quoi. Et, et toute forme d'accompagnement, ce qui résonne en fait, ce qui résonne en vous. Donc il y a qu'à, c'est un peu, mais ce qu'il faut essayer de recréer, si on peut, c'est de la douceur autour de soi. C'est difficile, hein. C'est difficile d'être un humain déjà en règle générale, mais c'est difficile d'être un humain dans de telles circonstances. Donc c'est vraiment l'occasion d'écouter ça, d'écouter et de demander de l'aide, d'aller se faire du bien à l'endroit où on sent que c'est bon pour nous. Finalement, du malheur, de la terrible souffrance, on peut toucher une autre dimension de nous-mêmes. La présence, en fait. Il faut accepter d'être impuissant, enfin d'être impuissant dans le sens de il n'y a rien à faire, si ce n'est à être présent. Accepter son impuissance, peut-être aussi à ne pas comprendre, à ne pas avoir de solution pour l'autre. Vous savez, c'est un peu comme être
un parent qui regarde l'enfant, qui le laisse faire, en lui faisant confiance, mais toujours avec un petit œil comme ça, au cas où il tomberait. Et surtout d'éviter les paroles comme non mais t'inquiète pas, tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis tu vas rebondir, et puis tu vas nanan, et puis tu vas... Bien sûr que c'est gentil, et bien sûr que ça vient, sauf que ça sert à rien. Ça peut même faire violence parce que, en tout cas dans un cas comme le mien, par exemple dire au bout de quelques mois à une veuve ou un veuf, non mais ou un veuf, tu vas refaire ta vie. D'abord, ça n'a absolument pas de sens. Ça veut dire quoi, refaire sa vie? J'en ai une, j'ai besoin d'en refaire une autre. Même si au demeurant, il y a une vie avant et une vie après. Mais ça ne se refait pas, quoi. On renaît à autre chose, mais... Et puis, c'est pas mon temps. C'est pas du tout le moment, en fait, C'est pareil pour les choses un peu spirituelles qui peuvent aussi faire violence. Moi, j'ai eu par exemple le cas de quelqu'un qui, au bout de 4 mois, j'étais en larmes encore, enfin, évidemment, qui a des grandes aspirations bouddhistes, etc., etc., qui me disait, mais tu sais, peut-être que c'est le meilleur cadeau qu'il pouvait te faire. Et j'ai été gentille parce que je lui dis, écoute, oui, il y a une part de moi qui peut entendre et puis il y a une part de moi qui ne peut pas entendre. Mais c'est terrible, en fait. C'est terrible. C'est terrible. C'est juste... Alors peut-être que c'est très sage et très... Sauf que c'est pas du tout le moment. C'est pas du tout à cet endroit-là qu'on peut l'entendre. Éviter les phrases toutes faites. Même, bon, on sait bien que ça part d'un bon sentiment, mais en fait, c'est la présence surtout qui est importante. Cette présence... alors, bien sûr, ça peut être... on peut demander, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Et par exemple, dans un cas comme celui-là, comme le mien, c'était des choses un peu pratiques. Est-ce que tu veux que j'aille te faire tes courses? Est-ce que tu veux que... Voilà, parce que c'est ça, après le traumatisme, il y a des grandes périodes d'épuisement total, mais vraiment d'épuisement. Donc, voilà, mais demander, et si on a un non, c'est un non, et c'est pas grave. Et il faut peut-être essayer de faire confiance à la personne qu'on aimerait aider et de voir que peut-être elle n'y arrive pas complètement, mais elle va y arriver. Et de l'entourer évidemment d'amour, de l'entourer, mais pas forcément. L'amour, c'est pas forcément je t'appelle tous les 4 matins. Ça peut être aussi de dire ok, j'entends que là tu as besoin d'être dans ta grotte, donc fais-moi signe ou faites un petit signe de temps en temps, mais sans insister. Moi, je sais que j'ai eu énormément besoin de solitude. Et mes amis ont été assez forts là-dessus, et ma famille, c'est qu'ils ont respecté ça. Ils ont eu confiance en ça. Le fait que moi, j'avais besoin d'être dans ma grotte pour pouvoir pleurer tout ce que j'avais à pleurer, pour être en paix, ne plus être sollicité par les bruits du monde, pour pouvoir me guérir. Et c'est important aussi que les autres l'entendent. C'est pas l'autre qui va apporter, en tout cas, des choses. Il va pas trouver de solution. Il n'y a pas de solution en fait. La solution, elle est interne, elle est en nous. Donc, juste d'être là et d'attendre, et puis sur du long terme. Pas que dans les premières semaines, on est très entouré, mais plus tard, c'est là qu'on attend les vrais amis. Et puis accepter aussi que, par exemple, ok, super, elle a répondu à une invitation, elle vient, ça va, etc. Et puis en plein milieu du repas, elle dit, excusez-moi, faut que je m'en aille. Parce que le bruit du monde, les discussions, c'est ça aussi, le trauma, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ça fait aussi violence de voir que les autres ont une vie. Évidemment, ils y sont pour rien, heureusement qu'ils en ont une. Et on leur en veut pas, bien entendu. Mais ça fait violence. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on est dedans et on peut parler, etc. Et puis tout d'un coup, il y a le truc qui revient en pleine figure et ça tonne. Et là, c'est la panique. Et là, on se rend compte qu'en fait, on avait oublié pendant 5 minutes, pendant 1 heure, et en fait, non, la réalité, c'est ça. Et dans les premiers temps, c'est difficile.
Donc, il faut s'autoriser aussi à dire ça, à dire ben, là, en fait, je m'en vais là. Merci de votre invitation, mais là, je m'en vais. Et c'est bien que les autres acceptent ça et c'est OK. Ouais, je crois que c'est le principal, c'est d'être là sans projeter ce qu'on suppose qui serait bien que l'autre entende. Il y a deux citations, moi, euh, qui m'ont habité pendant et qui continuent à m'habiter. La première est de Rimbaud dans un de ses poèmes sur Paris, je crois, et qui dit Tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or. Pour moi, c'est ça la résilience. C'est qu'on est bien plus grand que ce qu'on pense et que euh, on a des ressources qui nous permettent comme une alchimie en fait, on s'alchimise, c'est-à-dire qu'on change quelque chose de désespérant en quelque chose de lumineux. C'est-à-dire que bien sûr que c'est terrible, c'est épouvantable. Hein, et si j'avais la possibilité de revenir en arrière et d'avoir la possibilité d'arrêter ça, je l'arrêterais immédiatement et je continuerais à vivre ma vie paisible avec mon chéri. Mais une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, une fois qu'on a traversé cette dévastation et puis qu'on s'est un peu récupéré, là, on connecte une urgence à vivre, un, une capacité agrandie de savourer le bon, ne plus s'emmerder avec les choses qui nous angoissaient qui étaient soi-disant urgentes et qui ne le sont absolument pas. Donc voilà, et dans cette phrase, il y a tout ça, c'est-à-dire OK, on a des épreuves, OK, on vit de la boue, mais on est capable de façon naturelle, avec de l'aide bien sûr, parce qu'on n'est pas sur un îlot tout seul, hein, avec de l'aide des uns et des autres, transformer ça et s'alchimiser et changer quelque chose. Bon, c'est pas le plomb en or, c'est la boue en or. Enfin, voilà. J'aime beaucoup ça. Et puis, évidemment, la phrase de Camus, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Et ça, c'est un peu la même chose. C'est aussi de dire que même dans la tempête, il y a des moments où le soleil apparaît et bien sûr la tempête recommence, etc. Mais c'est pas si évident que ça à s'autoriser à le vivre. On peut avoir tendance à faire non, mais non, je suis triste. Je le dis sans jugement mais en me moquant un peu de moi-même parce que je l'ai traversé aussi. Non, non, c'est pas possible. Hein. En fait, c'est plutôt ça. C'est pas possible. Je ne peux pas être là tout de suite maintenant, tout d'un coup joyeuse de je ne sais pas quoi, ou joyeuse ou éclairée, je ne sais pas comment dire. Et c'est pas si évident que ça à s'autoriser. Et il faut s'autoriser ces étés, ces petits étés dans ce grand hiver. Ça nous réconcilie avec l'être humain qu'on est, avec l'être humain qu'il y a en face, avec le sens de la vie. Le sens, il n'y a plus de sens à ce moment-là. Donc autorisons-nous. Le but, c'est pas d'être malheureux toute sa vie. Le but, c'est de vivre et d'être heureux et de goûter le plus possible à la vie. On n'est pas là pour être malheureux. Voilà les deux petites citations qui m'ont porté pendant tout ce temps-là. Tout le monde, évidemment, a peur de sa propre mort, mais aussi de se voir affligé de la mort de quelqu'un de proche. Et en fait, y a une confusion entre ce qui est de la mort et ce qui est morbide ou mortifère. Et je pense que le morbide et le mortifère, ils se trouvent ni dans la mort ni dans la vie, ils se trouvent entre les deux. Cette espèce d'entre-deux. Cette espèce de chose, vous savez, où on vit, on ne sait pas très bien si on est heureux, on ne sait pas très bien si on est malheureux, on ne sait pas très bien si on a un sens dans notre vie, on ne sait pas très bien si il n'y en a pas, où on ne se pose pas beaucoup de questions, où on s'occupe.
Voilà, on s'occupe, on fait des choses. La mort nous ramène exactement à cet endroit. Elle nous ramène exactement à l'endroit de, comme il y a une espèce de grand reset, où il y a plus toutes ces choses, toutes les choses qui nous occupaient, qui... Ça nous ramène à cet endroit-là, et ça nous fait toucher exactement notre pulsion de vie, l'étincelle. Moi, j'avais l'impression par moment d'être une espèce de flamme comme ça. Il fallait faire comme ça pour pas qu'elle s'éteigne. Et c'est à cet endroit-là, et c'est le cœur de la vie. Il n'y a rien de morbide dans la mort. Elle nous rappelle exactement cet endroit-là, l'endroit de la flamme. La mort, c'est... Bien sûr que c'est grave, bien sûr que c'est épouvantable à vivre. Mais après, il y a le chant des oiseaux. Après, il y a autre chose. Et il y a quelque chose de fort, 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 fort. Il ne faut surtout pas... faut s'autoriser à le vivre, quoi. C'est tellement bon. Il y a un moment donné, je disais, mais moi j'ai 2 vies en une en fait. Et donc la deuxième, je vais m'employer une bonne tranche. La première a été merveilleuse. Elle s'est terminée voilà, dans les larmes et le désespoir total. Hein. Mais en fait, finalement, je suis chanceuse parce que tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir 2 vies. Moi, j'en ai 2 en une. J'ai même pas besoin de faire ah, je redescends. Non, j'en ai 2 en une.